Donc voilà, on est un petit peu en avance sur le temps, mais si Madame Caroline Leroy est disponible, on va lui laisser la place. Donc Caroline Leroy est apicultrice de projets touristiques en transition organisationnelle et environnementale pour l'agence Glocal Tourisme. Donc voilà, elle va intervenir sur le premier thème pendant une vingtaine de minutes. Si Madame Leroy, vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Autrement, peut-être que... Je suis là. Parfait. Allez, je me mets en mute et puis je vous laisse la parole. Ok, je vais partager mon écran parce que j'ai... alors... normalement... Parce que la dernière fois, je n'avais pas réussi à partager mon écran. J'ai un souci de paramétrage. C'est pour ça que j'avais envoyé aux organisateurs sinon, peut le partager si vous voulez. Ouais, si vous pouvez la partager, ça serait plus simple pour moi, parce que la dernière fois, j'avais galéré. Et du coup, en attendant, je me présente et je présente le sujet de mon intervention. Merci déjà pour cette introduction. Bertrand a rappelé l'approche pluridisciplinaire du tourisme qui me touche particulièrement, sachant que j'ai travaillé quasiment 10 ans dans le réseau des parcs naturels régionaux. J'étais en charge de l'accompagnement des prestataires touristiques et évolution des métiers post-Covid. Moi, j'ai repris mes études à plus de 30 ans. Et là, je prépare une thèse auprès du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Et je suis rattachée donc à l'Université de Perpignan, au laboratoire CRESEM. Et du coup, je prendrai mon adhésion à l'association Astre après cet après-midi. Donc, aujourd'hui, j'interviens en plus en tant que consultante. Donc, j'ai monté l'agence Glocal Tourisme pour penser global et agir local. Et je me décris comme une apicultrice de projets touristiques en transition. C'est juste un petit clin d'œil à des collègues qui inventent leur métier. Et je trouvais que ça faisait écho à cette intervention. Donc, projet touristique en transition organisationnelle et environnementale, parce que j'ai une forte sensibilité ayant travaillé dans les parcs naturels régionaux sur les enjeux de durabilité. Donc, j'ai pu travailler justement quasiment 10 ans sur l'accompagnement des sociopros. Donc, quand je dis socioprofessionnels, ce sont les prestataires touristiques, donc entreprises touristiques, à savoir si on peut revenir juste à la slide d'avant pour ne pas trop teaser l'après. Merci. Donc, dans des démarches de progrès, qu'est-ce qu'on entend par démarche de progrès ? J'ai travaillé avec Gîtes de France, avec la marque Tourisme Handicap, sur le déploiement de la marque Valeur Parc Naturel Régional, etc. Il y avait pas mal de démarches de progrès sur lesquelles j'ai pu travailler. Et je vais vous parler aujourd'hui du marketing de services qui est proposé par les offices de tourisme à leurs socioprofessionnels, donc qui s'est particulièrement accéléré pendant la pandémie. Donc, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas intéressés par le tourisme institutionnel, parce que vraiment ma présentation va porter sur le volet public et institutionnel du tourisme, donc office de tourisme, département, région, parce que c'est là que j'ai pu travailler durant toute ma carrière. Donc, concernant cet accompagnement des sociopros, la pandémie, du coup, a vraiment accéléré la prise en compte et la prise de conscience des acteurs du tourisme institutionnel à accompagner leur entreprise. On a vu tout un panel de webinaires se lancer durant le premier confinement. Et je trouve que justement, ce marketing de services, il révèle des nouvelles opportunités, évolution de métier de ce secteur institutionnel. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, du coup, je vais juste rappeler un petit peu de verbatim et de cadre légal pour se mettre dans le bain. Alors déjà, donc voilà, concernant l'accompagnement des sociopros, de rappeler ce qu'on appelle les missions régaliennes des offices de tourisme. Donc ça, vous trouvez toutes ces informations dans le code du tourisme. Les 3 missions principales des offices de tourisme qui sont obligatoires portent sur l'accueil et l'information des publics, sur la promotion touristique, sur la coordination du développement touristique local en concertation avec les départements et les régions, et aussi des missions complémentaires qui sont propres à chaque territoire. Donc, à savoir le développement touristique, donc c'est élaborer des services touristiques, c'est sur ça que je vais vous parler aujourd'hui. La gestion d'équipements à vocation touristique, la réalisation d'études ou la gestion d'un observatoire touristique, l'organisation de manifestations et d'animations, et enfin la commercialisation de prestations touristiques. Donc, voici ce sont les missions dites régaliennes des OT. Et concernant le marketing
marketing de service. Donc, c'est quoi le marketing de service? Donc, c'est un ensemble de techniques marketing qui est dévolu à la création et à la commercialisation des services. Donc, du coup, il y a vraiment un caractère intangible. On parle de service et l'importance aussi de travailler sur la qualité au bénéfice des usagers finaux, le client. Le client, ça peut être une entreprise, ça peut être un visiteur, ça peut être un élu. Moi, le client, je le mets un petit peu à toutes les sauces. Et c'est ça qu'on entend aussi par marketing de service. Donc, ce marketing de service, il fait aussi référence à deux notions. Le premier, qui est la servuction, qui se définit comme la production de service, et le design, donc design de service, qui porte sur la redéfinition optimale d'un service répondant à un besoin. Donc, deux choses à retenir sur cette intro. L'office de tourisme, c'est avant tout un service public. On travaille pour le bien commun, pour l'intérêt général. Donc, des fois, on s'enferme un petit peu dans la quête d'une performance, mais on reste donc un service public au bénéfice des usagers d'un territoire. Et moi, j'ai cette philosophie d'accompagner justement ces acteurs du tourisme pour transformer l'économie touristique. On peut changer de slide. Si on peut changer de slide, parce que du coup, je n'ai pas la main. On a perdu les organisatrices. Parce qu'en fait, j'ai mis que des schémas, donc en fait, sans visuel, c'est pas terrible. Ah, voilà, super, merci. En préambule, moi, je vais surtout vous présenter en fait des outils très pratico-pratiques que moi, j'utilise au quotidien. Alors certes, avec mes travaux de recherche, j'ai une tendance à intégrer davantage de rigueur aujourd'hui dans mes méthodes de travail, mais jusqu'à présent, j'utilisais ces techniques, elles fonctionnaient plutôt bien. Donc voilà, ça se veut très pratico-pratique. Donc là, je voulais vous présenter des méthodes issues du design thinking et le schéma que vous voyez, donc ça s'appelle la carte de l'empathie. Donc, le design thinking, c'est quoi? Donc, c'est aussi ce qu'on appelle la conception créative. Donc, c'est une méthode qui vise à proposer des solutions innovantes à partir de méthodes centrées sur l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est le client, ce que vous voyez au centre. Et la première étape utilisée en design thinking, c'est l'analyse des besoins de ce client final. Donc, on utilise souvent aussi cette carte de l'empathie pour se mettre à la place de son client et aussi comprendre son quotidien. Donc, si votre client a accompagné, c'est un hôtel, il aura peut-être d'autres réalités qu'un élu ou qu'un partenaire. Donc, vraiment se mettre à la place de son client final. Cette méthode aussi, elle est beaucoup utilisée dans toutes les méthodes marketing, notamment pour réaliser ces fiches persona. Donc, ce schéma, vous pouvez l'utiliser pour embarquer et motiver votre patron, pour sensibiliser vos élus, pour accompagner vos entreprises, pour capter de nouvelles clientèles. Voilà, il faut juste ne pas oublier que le client est au centre. Donc, cette carte dans l'empathie, là, vous le voyez bien, elle est déclinée en 4 points. Donc, vraiment, pensez se mettre à la place d'eux. Donc, du coup, voilà, votre client, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses préoccupations, ses inquiétudes, ses aspirations, qu'est-ce qu'il voit aussi, c'est quoi son environnement au quotidien, quels sont ses amis, ce que le marché peut lui proposer, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est son attitude en public, son apparence, son comportement vis-à-vis des autres, et puis aussi ce qu'il entend, ce que disent ses amis, ce que va dire son boss, ce que disent les personnes qui comptent. Donc, en fait, ça, vous pouvez juste le lister vraiment en format brouillon, de se mettre à la place d'eux en répondant tout simplement à ces questions. Et là, vous allez vraiment pouvoir être dans une posture constructive pour identifier des besoins et proposer des solutions. Donc, ça fait une transition avec la slide d'après. Donc voilà, ce triptyque, besoin, problème, solution. Donc une fois qu'on s'est mis à la place de son client, qui est toujours au centre de la démarche, on peut cibler les besoins, les problèmes pour aider à définir le bénéfice d'une solution proposée. Donc, les besoins et les aspirations, c'est quoi? C'est une force intérieure, donc une tendance profonde qui pousse quelqu'un vers un idéal ou une meilleure situation. Donc, ça fait aussi écho au désir et au souhait. Donc, votre client, il aimerait faire quoi? Dans quel contexte? Quelle est l'image qu'il souhaite acquérir? Dans quel état d'esprit il souhaite être? La posture qu'il souhaite avoir? Donc, voilà, pareil, vous pouvez aussi répondre tout simplement à ces questions pour faciliter l'identification de ce besoin. Au niveau des problèmes, c'est tout simplement une question à résoudre dans un domaine
domaine quelconque qui se présente avec certain nombre de difficultés et d'obstacles. Donc, c'est quoi les difficultés et les conséquences négatives que subit votre client? Qu'est-ce qui indispose votre client et quels sont les défis de votre client? La finalité est évidemment de solutionner et de trouver des bénéfices à vos solutions. Donc, le bénéfice, c'est quoi? C'est un avantage produit par quelque chose. Donc, ça peut être un état ou une action. Donc, votre client, voilà, qu'est-ce qui le rendrait heureux? Qu'est-ce qui faciliterait sa vie et de quoi il rêve? Donc, voilà un petit peu la deuxième étape du design thinking que je souhaitais vous présenter. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc là, je souhaitais vous parler évidemment de marketing de service ou d'accompagnement des socioprofessionnels. Donc voilà, en gros, on peut dire que du coup, la solution que vous avez identifiée, c'est cet accompagnement qui porte du coup sur une professionnalisation des acteurs. Donc, il y a plusieurs phases de professionnalisation. Moi, j'invite aussi les professionnels du tourisme à avoir vraiment un contenu des actions à bien définir au préalable. Donc, ces différentes étapes, moi, il y en a 3 qui sont reconnues. J'en ai rajouté une 4e. La première action et phase de professionnalisation, c'est l'action de sensibilisation. Donc, c'est quoi? Donc, c'est une action qui permet de s'éveiller à une thématique, à une clientèle ou de s'informer tout simplement sur un sujet. L'objectif de la sensibilisation, c'est de prendre conscience. Donc, dans le tourisme, ça se traduit comment? Ce sont des éductours, des forums, des assises du tourisme, des journées d'information, des petits déjeuners thématiques, etc. Deuxième étape de la professionnalisation, c'est l'accompagnement collectif. Donc, il permet de construire un projet, une méthode commune ou une action collective. L'objectif de cet accompagnement collectif, c'est de construire, idéalement de co-construire, tout en apprenant. Donc là, ça va être par exemple des groupes de travail, de la concertation, du brainstorming, etc. La dernière étape de cette professionnalisation, c'est la formation professionnelle, donc, ce qui permet, en s'appuyant sur une ingénierie pédagogique, le transfert d'une technique ou d'un savoir-faire par un organisme de formation. Donc, l'objectif est l'acquisition de compétences. Là, j'ai donné le parcours ANT, donc Atelier numérique de territoire, qui est proposé par la Fédération nationale des offices de tourisme, sachant que généralement, les offices de tourisme ne proposent pas d'action de formation à leurs acteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut être organisme agréé, ce qu'on appelle les OPCO, qui passent par tout un process assez compliqué. Donc, vous verrez peu de formations, même si elles sont présentées telles quelles, dans les actions de professionnalisation. Ok, le visuel s'est perdu, mais je continue quand même. Et moi, je souhaite aussi rappeler l'importance de l'accompagnement individuel. C'est quoi l'accompagnement individuel? C'est le conseil, c'est une expertise en soutien à une organisation. La finalité étant de produire des recommandations dans le cadre de démarches de progrès. Donc, cet accompagnement individuel, ça peut être un audit de qualité, ça peut être un diagnostic, une stratégie de com, etc. Il ne faut pas négliger l'accompagnement individuel, notamment pour mesurer l'impact de vos actions de professionnalisation. Enfin, c'est toujours très important d'avoir un contenu méthodique carré de vos actions de professionnalisation. Donc, c'est tout simplement d'avoir, de représenter la thématique de votre action, de rappeler les enjeux, la problématique qu'il y a derrière, les objectifs pédagogiques de cette action, votre public cible, les prérequis s'il y en a, et puis toutes les informations logistiques comme la date, le lieu, les intervenants ou le coût de votre action. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, en gros, toutes ces actions de professionnalisation, elles se sont beaucoup développées en format hybride durant ce premier confinement. Il y a eu beaucoup de succès, justement, notamment des webinaires et tous les outils digitaux qu'on peut proposer pour garder du lien aussi. Il y a eu énormément d'offices de tourisme qui faisaient du phoning, qui faisaient quasiment du SAV auprès de leurs entreprises pour les épauler et les écouter durant le premier confinement et qui continue et qui a permis de rappeler l'importance d'être au plus proche des entreprises qui vivent sur un territoire touristique et des actions proposées par les offices de tourisme. Donc, je continue sur des outils très pratico-pratiques. Ça, c'est vraiment la méthode que moi, je me suis créée à moi, mais que j'ai présentée à d'autres interlocuteurs qui trouvaient ça intéressant. Là, c'est de vous rappeler aussi l'importance de la plus-value et de la légitimité que vous pouvez apporter quand vous lancez des actions de professionnalisation et que vous accompagnez vos sociopros. Donc là, je vous ai mis ce focus sur la plus-value ou la légitimité. Sans oublier que l'Office de tourisme est un service public. Donc, l'Office de tourisme doit travailler sur des projets au bénéfice de son territoire.
Donc, normalement, quand vous travaillez dans un territoire touristique, office de tourisme ou autre structure institutionnelle, vous avez une stratégie de territoire, stratégie de touristique. Vous avez des compétences qui sont définies, soit par la loi, soit dans vos statuts. Et vous avez aussi tout un réseau, un écosystème de partenaires avec qui vous travaillez au quotidien. Par exemple, si vous avez ciblé les familles dans votre stratégie touristique ou marketing, priorisez votre accompagnement plutôt sur des prestataires type camping ou village vacances. Ça ne sert à rien d'aller accompagner les petites chambres d'hôtes qui ne vont pas concerner votre stratégie de ciblage famille, par exemple. Autre exemple, si vous êtes conventionné ou partenaire de Gîtes de France, qui va déjà proposer des ateliers sur, par exemple, du home staging aux chambres d'hôtes, ça ne sert à rien de faire doublon. Donc déjà, de garder sa légitimité, ce que font vos partenaires pour ne pas faire doublon et pour gagner aussi en efficacité. Vous vous inscrivez aussi de plus dans une logique territoriale avec vos propres spécificités géographiques. Un office de tourisme urbain ne fera pas le même travail qu'un gros office de tourisme qui est sur le littoral ou qu'une petite structure rurale. Donc, l'importance de répondre à des enjeux de territoire. Vos actions de professionnalisation, elles doivent aussi donc répondre aux attentes et aux besoins de vos sociopros, ce qu'on a dit juste avant. Donc, si votre prestat il est déjà hyper calé sur sa stratégie en médias sociaux, c'est peut-être pas hyper utile de lui proposer des ateliers numériques. Il faut toujours répondre à son besoin, une solution au bénéfice de ses attentes et de ses besoins. Enfin, il ne faut pas oublier aussi que le tourisme, la finalité, c'est de capter des clientèles, donc de répondre à des tendances de consommation. Donc, si la tendance est à la micro-aventure pour un public millennials, travailler plutôt sur du storytelling adapté à cette cible plutôt que campagne de promo qui serait ciblée sur les seniors. C'est peut-être des choses qui paraissent évidentes, mais quand on a la tête dans le guidon, c'est des choses qu'on oublie. Donc voilà, les attentes et besoins des socioprofessionnels, les enjeux du territoire et de vos partenaires et de vos parties prenantes de manière générale, et les tendances de consommation touristique. Dernièrement, moi, je vous invite, une fois que ces sujets sont identifiés, généralement, il y en a beaucoup, c'est de les traduire sur une matrice de matérialité. Donc, c'est ce que vous voyez à droite. Cette matrice, elle est souvent utilisée dans les démarches RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, donc qui vous permet en fait de cibler vos actions du plus ou moins facile à réaliser et du plus ou moins impactant sur votre territoire. Donc, sur ce schéma avec les codes couleurs, faut éviter en gros de commencer par le violet qui va être difficile à réaliser et très peu impactant. L'idéal est plutôt de démarrer sur du facile et de l'impactant pour aussi fédérer vos partenaires et vos acteurs. On peut changer de slide. Super. Donc, dans le cadre de mes travaux de recherche, moi, je travaille sur les indicateurs de performance. Donc, pareil, je vous fais peut-être un rappel méthodologique, mais c'est très important d'avoir tout ça en tête parce que des fois, on se rend compte qu'on met beaucoup de moyens et pour très peu de bénéfices et très peu de résultats à la fin. Donc, en gros, si on reprend les étapes d'avant, votre stratégie de marketing de service, elle commence à prendre forme. Vous avez identifié les besoins de vos sociopros, vous les avez priorisés avec votre matrice de matérialité. Donc là, il s'agit de s'organiser. Donc, je pense que vous connaissez les 7 W, mais qu'on néglige quand même assez souvent dans la gestion de projet. Donc, déjà, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, combien ça consomme. C'est des questions stupides, mais qu'on oublie des fois de se poser. Quels moyens, méthodes et supports utiliser, quel objectif ou raison d'être de vos actions, qui va réaliser cette action, qui est concerné par cette action, pour qui on le fait. Quelles actions sont à réaliser, avec quoi, en relation avec quoi, et quel délai ou planning se fixer, etc. Donc, toujours garder en tête ces 7 W. Et après, idem, je vous invite à, en parallèle, identifier des indicateurs dans vos tableaux de suivi de vos actions, parce qu'en gros, ces 7 W, vous pouvez les traduire dans vos tableaux de bord, donc tableaux de suivi qui vous permettent de suivre vraiment la réalisation et les résultats de vos actions. Donc, sur cette culture des indicateurs, il y en a 3, en gros, 3 principaux en tout cas, donc des indicateurs de moyens, de résultats et d'effets ou d'impact. Les moyens, ce sont les moyens nécessaires pour réaliser votre action. Les moyens humains, financiers, temporels, partenariaux. Exemple, il vous faut 5 000 € pour votre programme d'accompagnement qui sera coordonné par un équivalent temps plein sur une année. C'est hyper important de savoir qui fait quoi. Si on vous demande d'accompagner 100 entreprises sur telle démarche, mais qu'à côté de ça, vous n'avez pas de budget et qu'il n'y a même pas une personne dédiée, ce n'est pas possible. Donc, vraiment de travailler sur les moyens nécessaires.
Vos indicateurs après de résultats, donc les résultats escomptés ou les résultats réalisés. Exemple, le nombre de prestataires présents à vos actions, ceux que vous identifiez au préalable et ceux qui sont véritablement venus. Et dernier type d'indicateur, les indicateurs d'impact ou d'effet. Donc ça, ce sont les plus durs à mesurer parce que généralement, on ne va pas jusque-là quand on ne fait pas de service après-vente des actions de professionnalisation ou pas suffisamment. Ça peut être par exemple l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises accompagnées parce que vous les avez accompagnées dans une démarche de progrès. Ça, c'est très compliqué de mesurer comment vos entreprises font fructifier les actions en termes de professionnalisation, sauf quand on passe par l'accompagnement individuel que j'ai cité tout à l'heure. Donc, on peut changer de slide. Et toujours dans cette culture des indicateurs, donc ça, c'est mon sujet de thèse, la gouvernance et le pilotage de la performance des organismes de gestion de destination. Donc, dans le concept de performance, donc il y a 4 étapes dans la gestion de la performance. La première, c'est la mesure. La deuxième, c'est la gestion au sens organisationnel, donc plutôt en interne. Le management par des systèmes de pilotage. Et enfin, la gouvernance de cette performance. La performance, c'est tout simplement la traduction et le prisme de l'efficacité, de l'efficience et de la pertinence. Donc, en face, vous avez la performance d'un côté avec les 4 étapes. En face, vous avez la qualité. Donc là, je vous ai remis la route d'Heming que je trouve assez intéressant, qui est utilisée dans le management de la qualité. Donc, cette roue, en fait, elle est intéressante parce qu'elle souligne les différentes étapes d'une démarche de progrès en continu, de manière cyclique. Tout d'abord, on va préparer, planifier en gros ce qu'on veut réaliser et ce qu'on va réaliser. Dans une deuxième étape, on va développer, on réalise, on met en œuvre. Dans la foulée, on contrôle, on vérifie, donc c'est le check. Et enfin, on ajuste et on réagit. Et on continue. Voilà. Donc, je trouve que ça traduit bien en fait les opportunités d'évolution de nos actions avec les méthodes qui restent identiques, mais avec une approche cyclique, avec d'un côté la performance et de l'autre la qualité. Mais les deux sont particulièrement infusés dans nos métiers. Il y a quelques années, on parlait de management de la qualité. Aujourd'hui, la qualité, elle est partout. C'est comme la durabilité. Il y a plusieurs années, la durabilité, c'était le point 4 de votre stratégie. Aujourd'hui, le développement durable, il est dans l'ensemble des actions, aussi bien la promo, le développement, l'accueil des publics, etc. Et du coup, dernière slide pour conclure. Donc, si en gros, vous avez 3 choses à retenir, donc 20 minutes, c'est court, sachant que voilà, moi, je voulais vraiment vous présenter des outils vraiment qui se veulent très pratico-pratiques et que vous pouvez réutiliser quasiment clé en main. Il n'y a pas de souci, au contraire, et qui sont très utiles dans la gestion de projet, qu'ils soient touristiques ou pas. Là, je vous ai fait un focus sur le tourisme institutionnel et le rôle des offices de tourisme, mais ces méthodes, elles peuvent, par rapport aux 4 étudiantes qui se sont présentées, elles peuvent les utiliser dans l'événementiel, dans la gestion hôtelière, etc. Donc, à retenir, déjà, premier point, pensée usager et client final. Donc, c'est la carte de l'empathie, l'écoute des besoins, il est primordial. Vous travaillez au bénéfice de quelqu'un, il ne faut pas l'oublier, ça passe par l'écoute de ses besoins. Deuxième point, donc il ne faut pas négliger que vous travaillez pour l'intérêt général si vous travaillez dans un office de tourisme et au bénéfice d'un territoire. Donc, être agile pour s'adapter et rebondir, notamment aux différentes crises. Le tourisme, il est quand même particulièrement vulnérable aux différentes crises. On peut citer le terrorisme, les catastrophes naturelles, la pandémie récemment. Mais je trouve que les acteurs du tourisme, que ce soit public ou privé, ils font preuve de particulièrement d'une belle capacité d'adaptation qui reste assez impressionnante et que je tiens à souligner. Troisième point, pensez équilibre dans vos actions. Alors, il y a un double équilibre. Le premier, c'est l'équilibre dans la conciliation des usages d'un territoire touristique avec vos parties prenantes. Donc, ça va être les retombées pour vos entreprises, la montée en compétences de vos professionnels. C'est aussi l'acceptabilité des habitants et la qualité de vie des habitants sur un territoire. Et évidemment, la satisfaction des visiteurs et des touristes. Deuxième type d'équilibre, équilibre dans les 3 P, donc Planet, People, Profit. Donc, ce sont les 3 dimensions du développement durable. Donc, de garder cet équilibre au niveau de ces 3 dimensions
parce que je vous l'informe ou je vous le rappelle, le tourisme aujourd'hui, c'est 11% d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 7% du PIB et il y a toujours un Français sur trois qui ne part pas en vacances. Donc, si je fais la synthèse, le tourisme, il pollue plus qu'il ne génère de richesse, et ce pour 2 tiers de la population. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à un équilibre, équilibre des usages, équilibre des 3 dimensions du développement durable. Et moi, c'est ce que j'appelle l'impact positif du tourisme. Donc, c'est les conclusions de mes travaux de recherche l'an dernier. Et au centre, une philosophie qui me tient à cœur, c'est le tourisme local, donc pour penser global et agir local. Donc vous l'aurez compris, c'est le nom que j'ai donné à mon agence de conseil, qui n'a rien à voir avec le côté glauque du tourisme, mais c'est vraiment de valoriser aussi la force du collectif, de passer de l'idée à l'action, parce que le tourisme s'inscrit dans une approche très globale et macroéconomique, mais nous sommes en capacité, acteurs du tourisme, à agir localement dans nos organisations pour un tourisme du coup à impact positif et local. Voilà, et du coup, j'ai laissé mes contacts, sachant que je suis assez présente sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et j'écris des articles justement sur l'évolution des métiers du tourisme. Si ça vous intéresse au niveau du tourisme institutionnel, je vous invite à aller sur le site Office de tourisme du futur, qui avait été un travail réalisé par l'ex-Fédération nationale des offices de tourisme OTF, Office de tourisme de France, dans le cadre d'une commission prospective qui avait identifié différents profils dotés du futur. C'est assez intéressant pour les gens qui sont intéressés en tout cas par le métier du tourisme institutionnel. Et je vous écoute pour les questions. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions dans le chat. Alors déjà, merci Madame Leroy pour cette belle présentation, très très riche. Donc oui, là, il y a un petit temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Nous, on en a quelques-unes aussi. Hein. On attend de voir un petit peu, mais on en a plein aussi. Personne. Bon, du coup, on va commencer nos questions à nous. Hein. Vas-y, je t'en prie, commence. Moi, je voudrais savoir comment concilier la croissance du tourisme et le développement durable. Comme nous, notre master, il est vraiment là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus? Tourisme durable. Alors aujourd'hui, et bon, ça fait écho à mes travaux de recherche actuels. J'essaye, je ne sais pas si vous connaissez, de conceptualiser la théorie du donut, qui est une théorie macroéconomique qui vise un plafond environnemental. Donc, ce sont les 9 limites planétaires. Et en face, vous avez un plancher social. Donc, ce sont les 12 besoins initiaux, les besoins de base, et l'économie qui est centrée au milieu. Je vous invite à aller regarder cette théorie. Elle est très schématique, elle est hyper parlante. Donc, vous avez un max à ne pas dépasser, à savoir l'impact environnemental, et un minimum à dépasser justement sur le volet plutôt social. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de croissance verte, si on veut la verdir un petit peu. Personnellement, mais là, ce n'est pas la chercheuse qui parle, ce n'est pas la technicienne d'une organisation publique qui parle, là, c'est vraiment la citoyenne. Je trouve que c'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, croissance et développement durable. Il y a pas mal de travaux en cours sur des concepts de résilience des territoires, notamment le Shift Project qui vient de lancer un plan de transformation de l'économie française. Il y a des rapprochements en cours pour travailler sur la résilience touristique des territoires, et j'ai fini par parler d'adaptabilité du secteur touristique face aux crises. Donc pour moi, on ne parle pas de croissance et de développement durable. Il y a beaucoup de critiques. Initialement, le terme de développement durable était vraiment vertueux. Aujourd'hui, je trouve qu'il a ses limites. Donc moi, je n'utilise plus trop ces termes. Là, je ne veux pas rentrer dans un débat idéologique, on n'aura pas le temps. Je parle plus de résilience, de sobriété. Vous avez des travaux aussi très intéressants qui portent sur la réorientation écologique. Alexandre Monin, qui est expert du sujet, c'est une philosophie qui est particulièrement intéressante, qui est assez philosophique, mais qui traduit dans des approches stratégiques. Donc voilà, pour moi, croissance touristique et développement durable, ça ne va pas forcément de pair. On est quasiment sur du greenwashing, si ça vous parle. Voilà, donc attention à l'utilisation de ces termes. J'ai prévu d'écrire un article au mois d'avril là-dessus sur un peu un manuel rhétorique sur toutes ces notions de sobriété, décarboner la société, réorienter, etc.
parce qu'aujourd'hui, on a une tendance à les utiliser à toutes les sauces et on s'éloigne de la définition initiale. Merci pour votre réponse. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir ce que ça vous apporte, votre thèse pour votre travail en général. Ça peut peut-être intéresser 2-3 étudiants qui sont présents aujourd'hui. Déjà, il ne faut pas avoir peur de reprendre ses études après 10 ans. Moi, j'avais failli de continuer en thèse à l'issue de mon master. On m'avait proposé que mon sujet soit... mon projet était présélectionné pour une thèse, mais j'avais vraiment envie d'aller sur le terrain parce que c'est la rencontre. On a de la chance, c'est que le tourisme, c'est vraiment un métier top. On rencontre des gens formidables. C'est un métier qui donne le sourire. Moi, je sais pourquoi je travaille dans le tourisme. C'est vraiment une évidence de travailler dans le secteur touristique, d'autant plus dans le secteur touristique institutionnel. Dans le cadre de mon expérience dans les parcs naturels régionaux, j'ai eu cette chance de travailler avec des chercheurs, notamment des chercheurs qui étaient dans l'association Astre, Jean-Bernard Marsat, qui est maintenant à la retraite, mais qui est un expert en sciences de gestion et son sujet de thèse portait sur les parcs. Et je l'emmenais en gros sur le terrain pour... qui prennent de la distance avec les théories et tous ces bouquins et d'avoir une réalité aussi des enjeux opérationnels et la pertinence sur le terrain. Et à côté de ça, moi, il m'apportait une rigueur méthodologique, une vision scientifique que je n'avais pas parce que j'avais la tête sur le guidon et que j'étais peut-être aussi happée par ce côté humain. Et du coup, c'était un super équilibre d'avoir une chargée de mission sur un territoire et un chercheur en sciences de gestion. C'était hyper complémentaire. Et moi, ça a réveillé une curiosité pour la recherche. J'ai toujours été curieuse et du coup, voilà, il y a eu un déclic par rapport à la pandémie. Je me suis dit, allez, profitons de ce confinement pour réorienter aussi sa vision et son métier. Et j'ai fait un master recherche accéléré en une année à Poitiers en sciences de gestion, en management public sur les indicateurs de performance environnementale. Et aujourd'hui, j'en suis ravie parce que c'est totalement win-win. C'est que d'un côté, je suis en immersion dans une organisation qui est un comité régional. Donc, j'ai un accès au terrain qui est particulièrement privilégié parce que mes partenaires me considèrent comme une collègue et non pas comme une chercheuse qui va leur apprendre. Il peut y avoir des fois une mauvaise compréhension des travaux scientifiques sur le terrain et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il se passe des choses passionnantes dans la recherche qui sont très peu traduites dans les organisations alors que c'est la finalité de la recherche, c'est la création de connaissances, c'est la transformation des organisations. C'est pour ça que je m'inscris dans un dispositif très particulier de recherche qui s'appelle les CIFRE, donc c'est-à-dire c'est une entreprise qui m'accueille, une organisation, et je suis en recherche-intervention. Donc, c'est vraiment flirter avec le terrain, avec toute la rigueur méthodologique que nous impose la communauté académique. Donc, c'est win-win, quoi. Donc, c'est particulièrement réjouissant de pouvoir essayer de traduire des concepts et des théories qui sont justement très conceptuels et de pouvoir les traduire au bénéfice du territoire. Ça, voilà, pareil, je sais pourquoi je me lève le matin, c'est un peu l'anniversaire tous les matins parce que potentiellement, on va changer l'organisation dans laquelle on travaille ou pourquoi pas le secteur. Ça manque d'humilité, mais c'est aussi la finalité de la recherche de transformer et j'espère que mon sujet va permettre de au moins faire prendre conscience qu'il y a un éveil et pourquoi pas faciliter la transition et la transformation de ces organisations touristiques. Alors, on a une question d'Adeline dans le chat. Donc, elle demande si vous avez un exemple d'un territoire jouant vraiment la résilience. Non. Concrètement, je commence, je vais être honnête, j'ai pas encore, donc au niveau touristique, on en parle très peu de la résilience touristique, ou autrement sur des territoires plutôt insulaires ou littoraux qui souffrent pleinement, si on parle de résilience d'un point de vue dérèglement climatique, les territoires d'outre-mer par exemple, ou certaines îles qui souffrent vraiment de catastrophes naturelles et des conséquences de l'activité humaine sur le dérèglement climatique, commencent à réfléchir à l'adaptabilité par rapport à leur vulnérabilité. Je ne sais pas si on parle vraiment encore de territoire résilient. Donc, en tout cas, je n'ai pas tout lu, donc je n'ai pas d'exemple à vous donner. Je donne la parole à Simon qui a levé sa main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci. Avant tout, Madame Leroy, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis vraiment très touché par votre approche
responsable et engagé que j'ai l'impression que vous avez présenté. J'ai vu que vous faites partie de Time for the Planet, vous parlez du Shift Project, là j'ai le plan entre les mains, enfin je suis touché par ça. Et du coup, ma question, elle porte là-dessus. On parle de crise, on parle de la crise sanitaire, on parle de résilience de la crise sanitaire. Et je voudrais vous demander si les acteurs du tourisme, qu'ils soient publics ou privés, pensent résilience post-Covid, ou est-ce qu'ils voient plus loin? Est-ce qu'ils envisagent les autres crises à venir, les 10 ans difficiles qui arrivent? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'idée de résilience est juste centrée sur le post-Covid, ou est-ce qu'il y a le début d'une prise de conscience plus globale? Merci. Très bonne question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est, et malheureusement, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de la culture des indicateurs, et ça, j'ai pu le révéler dans mes travaux sur le tourisme à impact positif. On a une tendance plutôt à avoir une vision très court-termiste, en fait, de nos actions, alors que à contrario, le tourisme est ultra dépendant de la nature. On sait, les rapports du GIEC, voilà, les scientifiques qui nous alarment sur les conséquences. C'est demain, hein, c'est pas dans 50 ans. C'est des conséquences qu'on va voir de notre vivant. Alors, il y a certains territoires qui vont être beaucoup plus touchés que d'autres, en France métropolitaine et surtout dans des territoires insulaires. Aujourd'hui, on est plutôt dans une vision court terme, je trouve. Donc, il y a eu vraiment cette agilité à rebondir très rapidement pendant le premier confinement. C'est incroyable comment les offices de tourisme, parce que moi, je travaillais au quotidien avec les offices de tourisme, ont tout de suite su rebondir hyper rapidement sur l'accompagnement de leurs entreprises qui souffraient énormément d'être fermées sans savoir la suite. C'était horrible. C'était vraiment humainement hyper compliqué d'avoir des entreprises qui ne savaient pas s'ils allaient pouvoir garder leurs salariés, dans quelles conditions ils allaient pouvoir réouvrir l'été. Mais on restait quand même sur du court terme. Je déplore un petit peu le volet environnemental parce que ça sous-entend des projections à long terme. Les projections à long terme, quand on est sur des politiques publiques, les politiques publiques, on est sur des mandatures à 5 ans. Dans le tourisme, on a de plus en plus aussi malheureusement de précarité dans les postes. De plus en plus de chargés de mission sont sur des CDD de 1 à 5 ans. On ne peut pas avoir une vision à long terme dans ce cas-là. Si vous lisez le rapport du GIEC, on est sur des projections à 15 à 50 ans. Donc aujourd'hui, le tourisme ne sait pas suffisamment se projeter à long terme. Il y a quelques territoires qui ont réfléchi. Il y avait notamment un témoignage hyper intéressant lors des universités du tourisme durable qui est organisé par une association qui s'appelle Acteurs du tourisme durable. Donc, c'est une association de professionnels du tourisme, public ou privé. Je vous invite à aller regarder. Il y a pas mal de bonnes pratiques. Et pour les étudiants qui cherchent des stages, il y a aussi une rubrique recherche de stages. Et on a vu une intervention l'an dernier, donc c'était en Normandie, du GIEC normand, qui avait fait un poster sur l'impact du dérèglement climatique dans le tourisme en Normandie, avec montée des eaux, sécheresse, voilà, toute une déclinaison des conséquences qui étaient hyper visuelles. Voilà, certains territoires qui n'existeraient plus, et c'était une projection à 15 ans. Donc, on n'est pas encore vraiment sur du long terme. Mais ça reste quand même très marginal, ce type d'initiative. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore traduit dans nos stratégies. On mesure nos effets, nos impacts, on essaie de se projeter à long terme, mais je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment sur des outils d'aide à la décision. Moi, j'ai hâte que le prochain rapport du GIEC, qui ne devrait pas tarder à sortir avec des préconisations managériales, sorte, d'avoir un constat sur voilà ce qui nous attend demain. C'est très important, il faut prendre conscience, mais il faut surtout accompagner les organisations dans leur transition, qui passe aussi par l'écoute des décideurs. Donc voilà, les GIEC et beaucoup de ces réseaux, ce sont des scientifiques qui vont être plutôt des sciences dures, alors que il y a l'importance, et c'est la communauté aussi de l'association ASRE, d'avoir des sociologues, des experts en sciences de gestion, parce qu'en fait, la finalité, elle est organisationnelle ou humaine. Donc, du coup, voilà, j'ai un petit peu dévié, excuse-moi, mais je trouve qu'aujourd'hui, on manque de vision à long terme, mais c'est en train de bouger vraiment, et notamment par la recherche. Donc, pour les étudiants qui seraient peut-être perdus entre aller sur le terrain ou faire de la recherche, vous pouvez faire de la recherche en allant sur le terrain, et c'est un magnifique métier que de faire de la recherche.
Merci beaucoup, Caroline, pour votre intervention. C'était très intéressant. Je vous remercie d'avoir participé.